21h à Yaoundé, mesdames et messieurs, bonsoir. Plaisir immense de vous retrouver une fois de plus pour votre tribune panafricaine ou Africa chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Et vous savez que l'Afrique, nous la portons dans nos gènes et dans nos cœurs. Et ce soir encore, nous allons rester au cœur des préoccupations africaines et nous dirons un mot en introduction de ce plateau de Ouro Africa sur le sommet Chine-Afrique annoncé. Le numéro 1 camerounais, Paul Biya, s'est rendu du côté de Pékin ce jour, accompagné d'une forte délégation, justement pour échanger sur les problématiques liées à la relation sino-camerounaise et même africaine. Vous savez que lorsque le sage Paul Biya se déplace, justement, on interroge le positionnement Chine en Afrique et on interroge justement ce rapport-là. Quel est le point de la Chine en Afrique? Cette relation est-elle opportune? Peut-on évaluer véritablement l'impact chinois sur le continent? Nous en parlons ce soir avec, pour réflexion principale, les enjeux de ce sommet Chine-Afrique. Et nous irons aussi, là, nous parlerons de communication politique avec justement ce que certaines tribunes estiment ou alors qualifient de complexe africain. Pourquoi est-ce que l'on se retrouve à chaque fois qu'il y a une échéance majeure avec une communication qui n'est pas d'ici, mais qui est surtout d'ailleurs, on voit très bien des communicants occidentaux rafler tous les marchés dans nos pays africains. On ne va pas citer les noms, vous les connaissez tous, Patricia Bam, Stéphane Fuchs et autres qui ont justement pignon sur rue lorsque l'on évoque les communications de nos chefs d'État. Pourquoi est-ce que cette expertise venue d'ailleurs, mais qui s'applique sur un territoire qui est africain, fait autant de succès auprès de ceux-là qui justement se positionnent en leader sur le continent? Nous en parlons ce soir aussi sur Ouro Africa. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, vous me permettrez de prendre une légère transition et je vous reviens tout de suite après pour nous présenter nos frères d'Afrique qui nous accompagnent ce soir. Ce soir, pour nous accompagner sur Ouro Africa, votre tribune panafricaine, ils sont déjà 4 en plateau et la toute première personne que je m'en vais présenter ce soir nous vient du monde de la communication, justement, expert en communication, journaliste. Monsieur Archunko, une fois de plus, nous accompagne dans nos diverses productions. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir à tous les panélistes qui sont d'un niveau certain. Donc j'espère que le débat sera suffisamment animé et élevé pour édifier les téléspectateurs. Merci pour votre présence, cher Arthur Kon. Vous êtes également sémiostratège. C'est une appellation qui, à chaque fois que je la prononce, fait réagir. Vous l'avez déjà expliqué sur ce plateau, plus besoin de revenir dessus. Je me tourne vers ma droite proche avec un pilier, un acteur majeur sur Ouro Africa, Paul Stéphane Menunga, il est politologue. Nous lui disons surtout bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs et aux internautes. C'est toujours un plaisir d'être présent à Ouro Africa. Merci à vous, Paul Stéphane Menunga. Ma gauche proche m'appelle avec un autre acteur. Lui, il nous vient des communes, de la décentralisation et justement de la sphère politique. Monsieur le maire, Jean-Baptiste Atemengue, il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Marga, je salue vos millions de téléspectateurs ainsi que les copanélistes, sans oublier de faire un coucou à mes populations de Ngoumeidou TV. Je souhaite une très bonne semaine de travail, comme on n'est que lundi.
Merci Jean-Baptiste Atemengue. Je m'en vais vers ma droite lointaine avec un autre confrère sur le plateau, Timothée Somba Bena. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux co-panélistes. Une fois de plus, mon bonheur est heureux que de participer à cette agape intellectuelle à vocation panafricaniste. Merci DP et Somba. Nous allons sans plus tarder rentrer dans le vif de nos échanges avec la première halte, celle-là qui nous amène du côté de Pékin. Nous l'avons vu, Paul-Stéphane Manunga, ce matin, le chef de l'État camerounais a quitté Yaoundé en destination de Pékin pour le sommet sino-africain avec beaucoup d'espoir certainement, mais aussi, et nous l'avons remarqué, avec une vaste délégation importante, imposante même. On ne les compte pas, ces ministres-là qui accompagnent le numéro 1 camerounais. Quels enjeux? C'est la question que l'on se pose. J'ai envie de dire que je suis un peu partagé par rapport au sommet sino-africain ou alors ou Chine-Afrique, appelez ça comme vous voulez, parce que déjà ça me gêne qu'un pays puisse convoquer 54 pays. Ça me gêne véritablement. Qu'un pays puisse convoquer 54 pays. Là, on parle de la Chine, c'est un pays continent. Tant mieux. Ça me gêne véritablement parce que ça nous amène à nous interroger justement sur l'Afrique. Parce qu'en principe, c'est l'Afrique qui devrait convoquer la Chine. Si on avait réussi à bâtir le projet d'un Kwame Nkrumah, ce ne serait pas l'inverse. Et vous allez vous rendre compte que chaque pays va se défendre individuellement. Et avec ça, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de positif pour l'Afrique. Parce que si l'Afrique parlait d'une même voix, ils iraient par exemple dire à la Chine que le prix du cacao en Afrique, c'est 15 000. Mais chacun va aller défendre. L'autre va aller dire que non, chez moi, tu peux acheter à 4 000. L'autre va dire que chez moi, tu peux acheter à 5 000. L'autre va dire que chez moi, tu peux acheter mon nom à 3 000. L'autre va vendre à 2 500. Donc c'est pour ça que ça me gêne. Ça pose une question de fond. Oui. À quand la véritable solidarité africaine ou à quand la véritable union africaine? C'est vrai que chaque pays africain qui va du côté de Pékin va avec son agenda. Les problèmes ne sont pas les mêmes et les réflexions ne sont pas les mêmes aussi. Non, les pays d'Afrique ont un même problème. Ils doivent sortir du sous-développement. Jusqu'à preuve de contraire, sauf si ça a changé avant que l'émission ne commence, les pays africains ont un même problème. Ça veut dire en réalité qu'ils ne doivent pas aller en rang dispersé parce que justement on nous a divisés pour mieux nous contrôler. On nous a divisés pour qu'on soit véritablement chosifié dans la mondialisation. On nous a divisés justement pour qu'on n'ait pas un réel impact, pour qu'on continue à être un sujet des relations internationales et même un consommateur de la mondialisation. Et c'est pour ça qu'un Kwame Nkrumah, qui est l'une des figures de proue du panafricanisme, disait à l'orée des indépendances que l'Afrique a deux options. Soit elle s'unit et elle survit à la mondialisation, soit elle continue de fonctionner en rang dispersé et elle va continuer de subir la colonisation. Et il a même dit qu'il faudrait que l'Afrique se méfie parce que en passant de la colonisation au néocolonialisme, parce que ça c'est le néocolonialisme, oui, c'est très grave pour l'Afrique. Il dit que parce que dans la colonisation, au moins vous êtes conscient que vous êtes colonisé. Or, dans le néocolonialisme, vous avez parfois l'impression que vous n'êtes pas colonisé. Donc, je vais dire que ça m'embarrasse, mais en même temps, j'ai envie de dire que le président a raison d'y être. Puisque tous les États ils vont en rang dispersé et que la politique de la chaise vide ne paye pas, oui, il faudrait qu'il aille avec une forte délégation qui pourra peut-être négocier les partenariats qui pourront être bénéfiques aux populations camerounaises. Merci Paul-Stéphane Manunga, Jean-Baptiste Atemengue Anvuna. Paul Biya s'envole donc pour la Chine. La délégation est importante, mais on n'a pas l'habitude de voir le numéro 1 Camerounais voyager avec autant de monde. Même le dictateur de Cameco, il fait partie du voyage. Tous les ministres, la plupart, y sont. Est-ce que aujourd'hui, le partenaire chinois se retrouve incontournable dans la stratégie de développement africain et même camerounais? Le partenaire chinois est incontournable au niveau de l'économie mondiale. Tous les pays européens y vont. Cherchent à séduire le gouvernement chinois et les entreprises chinoises, vu le rôle que ces entreprises jouent désormais au niveau de l'économie mondiale. Un pays qui réunit 53 pays.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Je pense que la Chine a des ambitions, et même c'est une réalité, ce n'est même plus qu'une ambition, d'être de plus en plus présente. Elle est présente en Afrique et particulièrement au Cameroun, parce qu'elle offre un rapport qualité-prix des projets intéressants pour les infrastructures au niveau de l'Afrique et même les produits de consommation habituelle. C'est déjà le cas en Europe. Vous savez qu'il n'y a pratiquement plus d'usines de textile en Europe. C'est l'Asie qui habille, la Chine qui habille tous les Européens. C'est l'Asie qui équipe désormais pratiquement tous les domiciles européens. Donc pourquoi vous pensez que l'Afrique peut rester en marge de cette influence économique grandissante de la Chine? Ce n'est pas possible. Maintenant, nous avons certes aussi à apprendre de la Chine. Et parlant de l'unanimité ou d'une Afrique unie, rassemblée, effectivement, nous sommes divisés par rapport à un certain nombre de divergences. Chacun va en Chine avec son agenda. Ce n'est pas qu'un problème d'agenda. Alors, c'est vrai, vous et moi, on peut travailler ensemble sans partager les mêmes valeurs, mais c'est quand même mieux qu'on ait un minimum de valeurs qui soit le socle d'un projet commun. Oui. Et ça a été le cas de la construction de l'Union européenne. Il y a une minorité ou même une majorité peut-être dans certains pays actuellement qui contestent ces valeurs, cette idéologie qui guide la construction européenne. Mais il fallait bien une idéologie et un ensemble de valeurs partagées à minima par les pays européens. Il y a des contestations populistes dans ces pays, mais ça tient pour l'instant et ça a fait avancer beaucoup de choses. Vous voyez très bien que même ces contestataires, il y a 30 ans, qui refusaient la monnaie unique, n'en parlent plus. Parce que tout le monde en tire des bénéfices. Chaque pays européen a concédé son pouvoir monétaire à une banque centrale indépendante. Ce qui a permis beaucoup d'avancer au niveau économique. Les premiers clients des pays européens dans ce modèle-là sont les pays européens. Donc, l'Afrique ne peut pas s'unir si elle ne partage pas un minimum de valeurs. Et là-dessus, il y a beaucoup de divergences. Pendant que certains veulent avancer au niveau de la démocratisation, d'autres reculent. Pendant que certains pensent à une Afrique ouverte et tolérante, d'autres pensent que l'Afrique doit se renfermer. Pendant que certains pensent que l'Afrique doit copier ce qui marche ailleurs, d'autres pensent que l'Afrique doit inventer quelque chose de différent, de particulier, pendant que certains pensent qu'il faut avancer sans forcément être bloqué par nostalgie à l'histoire très ancienne, histoire qui a échoué. Puisque quand au niveau des concerts des nations, votre modèle échoue, on se retrouve là où nous sommes aujourd'hui. Donc, pour ce qui concerne le Cameroun, je pense que le président Biya, plus que tous les autres chefs d'État, se doit d'y être parce que en la matière, il a été pionnier. Lorsque le Cameroun a noué des relations avec la Chine, beaucoup de pays africains n'y croyaient pas. Il y en a même d'autres qui avaient choisi d'être des partenaires de Taïwan pour d'autres raisons, qui sont revenus à la Chine aujourd'hui parce que le monde a évolué. Ça vaut pour les relations avec Israël. Quand le président Paul Biya en 1984 a noué des relations diplomatiques avec Israël, vous vous souvenez que l'Union africaine avait proposé la suspension de l'Afrique au niveau de l'OUA. Mais aujourd'hui, tous ces pays nous ont suivis. Donc, merci. Je pense qu'en matière diplomatique, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas être absent en Chine, c'était bien le président Paul Biya qui, pour moi, partage un certain nombre de valeurs, malheureusement, que beaucoup de Camerounais refusent. Moi, au niveau... Merci, monsieur. On vous aura compris. Oui, mais pour conclure, je veux dire, parce que certes, la Chine ne nous impose pas modèle. Beaucoup de gens trouvent que c'est bien
de travailler avec des gens qui ne vous imposent pas un modèle. Mais c'est à nous de copier et je trouve que le président Paul Biya, c'est un Deng Xiaoping camerounais. Voilà. Et Deng Xiaoping est le père de la modernité chinoise. Et je trouve que s'il y a quelqu'un qui doit être, depuis longtemps, qui partage ses valeurs d'ouverture, c'est le président Paul Biya. D'autres le voyaient en Mao. Vous parlez de Deng Xiaoping, c'est tout à votre honneur. Deng Xiaoping est le merci Jean-Baptiste Atemengue. S'il vous plaît. Mao a reconnu ses limites, donc a lui-même organisé le dépassement des limites de son projet politique. C'est Deng Xiaoping qui a pris le relais avec un modèle différent de celui de Mao. Timothée Somba, la Chine, c'est 3280 milliards de prêts pour le Cameroun. Beaucoup s'inquiètent de cette influence grandissante, d'autant plus que la Chine appelle en amont de ce sommet les pays africains à changer de paradigme, à ne plus se laisser dominer par l'influence occidentale. Est-ce que le Cameroun et l'Afrique qui va à Pékin ne quittent pas, ou alors n'est pas en train de quitter un maître pour un autre maître? Stéphane Barga, ici il faut être réaliste. L'Afrique rend fou. Parce que l'Afrique est voluptueuse, parce que l'Afrique est belle, parce que l'Afrique est riche en termes de matières premières. Mais l'Afrique rend d'autant plus fou parce que malgré tout ça, elle est comme ce famélique assis sur une montagne d'arachides. L'Afrique est donc pauvre. Et quand on est pauvre, on ne bombe pas le torse. C'est tout à fait normal que l'Afrique aujourd'hui, non pas décide de changer de maître, mais décide d'offrir la chance à tous ceux qui lui ouvrent les portes d'une nouvelle vision, une vision plus développementaliste. L'influence de la Chine est mondiale, elle n'est pas seulement africaine. Et il faut cesser, à mon sens, de penser que l'Afrique va s'unir sur la base du modèle de l'Union européenne. Toutes les différenciations que M. le maire a évoquées tout à l'heure sont bien éloquentes sur le fait qu'une telle union à court terme n'est plus possible. L'Afrique peut s'unir à travers les moyens de communication, à travers le marché commun, dont la ZLECAf constitue déjà le premier jalon. Oui. Mais s'il faut penser qu'il y aura une idéologie typique ou archétypique africaine, ce serait un peu compliqué. Parce que toutes l'Union européenne ne s'entend pas sur tout. Voilà. Donc, et c'est pour ça que les penseurs de l'Union africaine avaient pensé une Union africaine différenciée. On a commencé par les communautés économiques régionales. Commencez à vous accorder, à vous harmoniser au niveau sous-régional avant de penser une Afrique conglomérat. Maintenant, j'aimerais dire un petit mot sur la délégation camerounaise. Elle n'est pas obèse. Nous avons 7 membres du gouvernement. Ce n'est que 7 membres du gouvernement qui accompagnent le chef de l'État. Et vous allez observer que les membres du gouvernement qui ont été triés sur le volet pour accompagner le chef de l'État sont des sectoriels qui travaillent beaucoup avec la Chine. Oui. Travaux publics travaillent beaucoup avec la Chine. Économie travaille beaucoup avec la Chine dans le cadre d'Exim Bank. Défense, la Chine, ce n'est pas un secret que la Chine fait partie des fournisseurs de logistique militaire du Cameroun. Lorsque Cameco a besoin de renouveler sa flotte, qui est à l'heure actuelle essentiellement constituée d'avions chinois, les fameux MA-60. Donc, voilà que le chef de l'État commence à tracer la voie, ou alors confirme la voie, que l'on n'est pas obligé d'avoir 1000 ministres. On peut avoir des ministres importants, des ministres qui vont toucher directement les questions qui intéressent les populations. On n'est pas toujours obligé d'avoir une flopée de ministres. Maintenant, moi, je peux m'interroger sur la présence du ministre de l'administration territoriale, parce qu'on a l'impression que quand au Cameroun, on a le MINDEF qui est parti, on a MINAT qui est parti, qui gère le territoire au cas où il y a un incident. Ça me pose un tout petit problème de casting à ce niveau-là. Parce que nous sommes dans un environnement dans lequel nous défendons nos frontières, nous défendons l'ordre public, et on peut défendre l'ordre public avec
le soft power, tout comme on peut défendre l'ordre public avec le hard. Oui. Et on sait que le hard, le bulldog du gouvernement, c'est le MINAT. Lorsqu'il se déplace en même temps que le MINDEF, ça me pose un tout petit peu problème. Mais le chef de l'État sait ce qu'il fait et il a adressé son casting en fonction. Monsieur Archunko, alors, Chine-Afrique, États-Unis-Afrique, Turquie-Afrique, Qatar-Afrique, Russie-Afrique, on a l'impression que l'Afrique devient une fille un peu facile, permettez-moi l'expression, que tout le monde peut appeler Haftar, sans que véritablement il y ait des résultats. Chacun y arrive, parle pour soi. On a vu les Africains divisés sur plusieurs questions. Est-ce que il n'est pas temps d'évaluer un peu l'opportunité, mais surtout la pertinence de tous ces sommets où chacun convient l'Afrique à la table et les Africains y arrivent à en disperser? Alors, même quand une fille est facile, tout le monde ne s'en sort pas. C'est-à-dire, on a beau vous dire qu'une fille est facile, à votre tour, on vous dit non. Donc, il faut bien qu'on comprenne que tout est une affaire de rapport de force. C'est-à-dire, les relations internationales aujourd'hui, c'est qui est plus fort que qui peut financer qui et à quelle hauteur. Et aujourd'hui, il faut refuser la choralisation des problèmes de chaque pays. C'est-à-dire, c'est pas la chorale. Est-ce que ce n'est pas le principal problème de l'Afrique? Parce qu'on a vu l'Union européenne sur des sujets bien précis qui fait bloc et qui prend une position commune. Mais en Afrique, chacun parle pour lui. On va se retrouver devant Xi Jinping. Le Congo parle pour lui. À l'Algérie, si elle est là, parle pour elle. Le Maroc parle pour lui. La Centrafrique a ses problèmes. Est-ce que ce n'est pas là le principal problème? Ça, c'est l'illusion que l'Union européenne donne. Il n'y a jamais... Les pays n'ont pas les mêmes problèmes au même moment. C'est-à-dire, même sur la question ukrainienne, l'Union européenne n'est pas d'accord. Sur la politique agricole commune, ils ne sont pas d'accord parce que chacun, à un moment donné, a ses problèmes spécifiques. C'est-à-dire, pendant que la France a des problèmes d'immigration, il y a des pays qui n'ont pas de problèmes d'immigration, ou du moins, où on n'est pas d'accord sur la façon de gérer l'immigration. Donc, les problèmes ne seront jamais les mêmes au même moment. Il peut y avoir des causes communes à un moment donné, mais aujourd'hui, vous n'avez pas demandé à un pays qui a 12 ponts d'aller demander un 13e pont à la Chine. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne ça. Vous avez parlé de la liste. Le séminaire que je suis vous dit que la liste est un signe. Et à l'intérieur du signe, il y a des indices. Alors, si je vois le directeur de Camerco qui semble vous intéresser beaucoup, il ne faut pas faire Harvard pour comprendre que soit c'est un aéroport qu'on va nous construire, soit c'est de nouveaux avions qui vont arriver. Il ne faut pas être sorcier. Ou alors on va former des mécaniciens pour les MA60. Bref, ça va tourner autour de ça. Ça va régler. C'est pas beaucoup. L'endettement, Exim Bank est devenu quasiment le grand souverain financier sur le continent et même au Cameroun. À un moment, jusqu'où on va? Non, l'endettement est encadré. Il faut qu'on le dise aux gens qui nous suivent à la maison. L'endettement n'est pas mauvais. C'est ce qu'on fait avec cet endettement qui pose problème. Oui. Après, maintenant, il y a des seuils, il y a des critères de convergence au niveau de la CEMAC qui encadrent l'endettement d'un pays par rapport à son PIB. Donc, il faut bien qu'on voit, j'aurais été inquiet si vous m'aviez dit que l'endettement qui est censé être un pourcentage de temps par rapport au PIB, qu'on a crevé le plafond. Parce que c'est bien beau de dire l'endettement, il faut savoir à quel niveau le Cameroun est endetté, et si on a, encore une fois, on ne peut pas dépasser la ligne rouge, puis il y a ces critères de convergence, et il y a de la surveillance dedans. Oui, je suis avec vous, Archunko. Alors, beaucoup reprochent souvent à nos partenaires chinois de ne pas beaucoup s'impliquer dans le transfert de compétences. Pour ceux qui sont assez attentifs dans le fonctionnement de nos réalisations, nous avons parlé des sports à Yaoundé. La logistique est toujours assurée par nos partenaires chinois. L'immeuble ministériel numéro 1, autrefois immeuble de la mort, c'est toujours les Chinois qui y sont. Mais pourquoi on a l'impression qu'on veut bien nous aider, mais on ne donne pas la matière première qui est la compétence? Non, bon, je refuse aussi cet enfermement ou cet enfermisme dans les compétences locales, même quand on ne peut pas le faire. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. On a vu aussi... Il faut transmettre quand même à Tchunko. À partir du moment où les Chinois donnent des visas pour qu'on aille dans leurs universités, on doit vous transmettre ça comment? C'est pas la perfusion. Vous voyez comment on fait, vous revenez ici, vous essayez de reproduire la même chose. Mais je n'ai pas peur de le dire. Connaissant les comportements et les atavismes négatifs que nous-mêmes nous traînons, il est peut-être utile que pendant un moment, encore qu'il faille vérifier les contrats
que nous avons signé par rapport, par exemple, par rapport à la maintenance du palais des sports. Je ne sais pas quel est le contrat, qu'est-ce que le contrat dit. Donc, je me refuse souvent de parler de choses dont je n'ai pas la totale maîtrise, en fait. Donc, il faut aujourd'hui comprendre que si les Chinois continuent la maintenance, c'est que quelque part, nous-mêmes aussi, il y a un problème et il faut le reconnaître. Merci Arthur encore. Paul Stéphane, vous souhaitiez dire un mot avant que l'on passe à la thématique principale de ce soir? Non, je veux simplement dire qu'on est là dans une logique de soft power parce qu'il faut savoir que en relation internationale, il y a le hard et le soft power. Et le fait de convoquer justement les pays africains, vous allez voir que ça obéit à une logique. Invité. C'est une convocation. Inviter, c'est diplomatique. Invitation, on ne convoque pas. C'est l'invitation qu'on oblige. C'est diplomatique. C'est diplomatique, mais la vérité, c'est que ce sont généralement des convocations. Généralement, quand la France nous dit qu'elle nous a invités, c'est une convocation. Donc, tous nous convoquent en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes trop faibles. Et arrêtons d'être des sujets. Dans les relations internationales, il faudrait qu'on soit des acteurs. Et vous allez vous rendre compte, parce que j'ai essayé de faire quelques recherches, que les pays africains, dorénavant, se dirigent beaucoup plus vers la Chine, parce que dans les prêts de la Chine, il n'y a pas de conditionnalités telles que les programmes d'ajustement structurel. Oui. Ils ne s'intéressent pas à vos régimes politiques. Les mœurs. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est de ne pas reconnaître l'île de Taïwan. C'est tout. Voilà la seule condition. Oui, c'est la seule condition. Quand ils veulent vous faire des dons ou des C'est pour prêts, ça que Swatini n'a pas été invité. pour vous accompagner, ils ne s'ingèrent pas dans vos affaires politiques et économiques. Ils ne s'ingèrent pas dans vos mœurs. Ils ne vous imposent rien. La seule chose qu'ils vous demandent, c'est de ne pas reconnaître l'île de Taïwan. Mais je voudrais quand même que nous, les pays africains, qu'on ait quand même un sursaut d'orgueil. Et je sors par là. C'est vrai qu'on ne peut pas s'unir tel qu'on pense, mais on peut s'unir sur certains points. Oui. On peut avoir une monnaie unique. On peut avoir un marché commun, on peut avoir une armée qui pourrait défendre les intérêts de l'Afrique. Voilà au moins quelques points cardinaux sur lesquels on pourrait s'entendre pour essayer aussi d'être respecté ou respectable dans le Conseil des Nations ou dans les relations internationales. Merci Paul Stéphane Menunga. On va donc souhaiter plein succès à la délégation camerounaise qui a quitté Yaoundé aujourd'hui pour justement aller du côté de Pékin à la rencontre de Xi Jinping, le grand et puissant président chinois. Une fois que je l'ai dit, je vais tout de suite prendre une légère transition. Nous revenons plus tard, tout de suite après, pour évoquer la communication politique sur le continent africain. A tout de suite. Retour sur le plateau de Ouro Africain. Nous sommes désormais interpellés par la thématique principale qui va justement nous concerner ce soir. Nous évoquons les aspects liés à la communication politique sur le continent africain. À chaque élection, son lot de communicants, mais l'impression est que sur le continent africain, justement, ce volet essentiel de la vie politique n'est confié qu'à des Occidentaux ou alors à des personnes issues de frontières hors du continent. Pourquoi la question se pose? Paul Stéphane Menunga, vous êtes politologue. Je commence par vous. À quel moment est-ce que la communication politique entre en jeu dans une stratégie d'élection? Non, il faut savoir que dans les démocraties pluralistes, la communication politique est très importante parce qu'elle joue un rôle dans la conquête du pouvoir, la conservation du pouvoir et la pérennisation du pouvoir. La communication politique a son rôle à jouer dans ces trois aspects
qui sont des aspects ou alors qui sont l'objet pur même de la science politique. Ça veut dire, si vous voulez par exemple être maire comme monsieur le maire, vous allez utiliser la communication politique parce que la communication politique a plusieurs éléments. J'espère que là, les Camerounais sont terminés. Si vous voulez, une fois de plus encore, en 2026, être maire, c'est-à-dire conserver votre poste de maire, la communication politique aura son rôle à jouer. Si vous voulez encore aller au-delà de 2026, pérenniser la communication politique. Et ce que monsieur le maire justement a tenté de faire, c'est une partie de la communication politique en venant dans un média. Donc c'est pour dire que la communication politique, j'ai envie de dire, est à un homme politique ce que le sang est au corps humain. Un homme politique ne peut pas se passer de la communication politique parce que c'est au travers de la communication politique, par exemple, qu'il vend ses idées. C'est au travers de la communication politique qu'un parti politique présente son projet de société. Alors, je reste avec le politologue. La principale question qui tout de suite est posée, c'est pourquoi cette attirance vers les communicants étrangers, disons-le de façon simple. C'est des noms qui, pour beaucoup, ne représentent rien. Lorsque vous dites, dans un marché de Mvombe, Patricia Balm, ça ne représente rien. Stéphane Fuchs, par exemple, ça dit rien à grand monde. Jacques Seguela, beaucoup ne savent pas que c'est lui qui se cache derrière le concept de l'homme-lion. Ça dit rien à grand monde. Mais en haute sphère, on sait que ces gens sont importants. Pourquoi cette attirance pour ces communicants extérieurs? J'ai envie de dire qu'à cause de deux choses. Première chose, c'est que les pays africains sont ce que j'appelle des proto-nations, c'est-à-dire des nations en construction. Et du fait que nous soyons des proto-nations, nous souffrons d'un complexe. Parce que, imaginez-vous quand vous dites que c'est Paul-Stéphane Menunga, on vous propose Paul-Stéphane Menunga pour votre communication politique, vous aurez l'impression qu'il ne peut rien, justement, vous aurez l'impression, et c'est là où il va arriver, vous aurez l'impression qu'il ne peut rien vous apporter en termes de communication politique. Or, moi j'ai l'habitude de le dire, même si le moi est haïssable, j'ai rien à envier à un gars qui a fait Sciences Po Paris. Donc ça rentre dans le complexe d'infériorité, le mythe qui a été construit pendant la colonisation et l'esclavage, qui nous amène toujours à penser que l'autre, et c'est ce que Boussi Boulaga qualifie de pauvreté anthropologique, que c'est toujours celui qui n'est pas nous, qui a les solutions à nos problèmes. Donc c'est ça le véritable problème et c'est ça le problème fondamental, parce que je peux vous dire que le concept d'homme-lion, il y a des Camerounais qui auraient pu trouver un concept. Vous pensez vraiment? Oui, je pense véritablement. Mais ils ne sont pas très visibles, Paul Stéphane. On refuse qu'ils soient visibles. On refuse qu'ils soient visibles. Donc vous pensez véritablement qu'il n'existe pas un Africain ou un Camerounais qui soit capable de structurer la communication politique de son Excellence M. Paul Biya, ou de structurer la communication politique, par exemple, de son Excellence Tshisekedi, ou je ne sais pas trop qui. Non, les Africains existent. Mais c'est que nous souffrons de ce complexe d'infériorité-là. Nous souffrons de cette pauvreté anthropologique-là. Imaginez-vous un seul instant, voilà 2025 qui approche, et que on lance un appel à candidature pour communiquer, par exemple, pour son Excellence M. Paul Biya. Ça va arriver. Et que je dépose mon dossier. On va me voir comme un sorcier là-bas. Pourquoi? Alors que je suis capable d'apporter même plus que des gens qui viendront de l'extérieur, parce que moi je connais d'abord les réalités de mon pays, je connais l'anthropologie, la sociologie, l'histoire de mon pays. Donc, en réalité, c'est ce complexe-là, en réalité, qui nous défavorise souvent et qui pousse souvent certains de nos dirigeants à beaucoup se verser vers l'extérieur parce qu'ils pensent que, ou alors ils penseraient que la connaissance serait peut-être meilleure là-bas. Merci Paul-Stéphane Menunga pour cette première lecture. Jean-Baptiste Atemengue, là on est dans le vif du sujet, les politiques africains, je parle là de ceux opérationnels qui se positionnent pour des victoires et l'électif, aiment bien s'accommoder des services de ces communicants venus d'ailleurs. On ne les compte plus, c'est quasiment des stars. Ils sont présents à Dakar, à Abidjan, à Yaoundé, à Bangui. Pourquoi cette attirance? Est-ce que justement le logiciel que convoque le politologue sur le plateau, qui est celui justement d'une voilà une quasi complexe quant à justement les stratégies et surtout la supposée compétence, vous parle, ou alors tout simplement c'est que ceux-là ont plus de capacité en termes de réseau, en termes de lobby, capables justement d'ouvrir des portes que les autres Africains ne seraient pas capables d'ouvrir?
Vous évoquez effectivement les deux aspects d'une stratégie politique gagnante en Afrique ou ailleurs. Effectivement, pour gagner, de nos jours, la communication politique joue un rôle important. Et par ailleurs, selon les enjeux et les spécificités des scrutins, le lobbying, s'il est nécessaire, aussi peut être important. Oui. Le lobbying en termes d'influence d'un certain nombre de personnes, d'organismes qui peuvent influencer soit les lecteurs, soit le cours des choses. Maintenant, il y a des spécificités, parce que vous avez l'impression, peut-être en Afrique francophone, il faut voir le côté anglophone. C'est pas très différent. Même en Afrique francophone, vous savez, il y a, pour ne prendre qu'un exemple, Oui. vous savez que en 2007, je pense, lorsque le président Ouad bat le président Abdou Diouf à l'élection présidentielle au Sénégal, le SOPI et toute la communication, la stratégie de communication de Maître Ouad, qui était candidat, était portée par un Sénégalais. Et à l'époque, on avait fait beaucoup de commentaires. Vous avez son nom? Comment je vais retrouver son nom parce que justement, à ce niveau-là, on a l'impression que c'est un blackout. On connaît bien Jacques Seguela. C'est un aîné, justement, qui a fait ses études à Bordeaux. Je le connaissais de vue, c'était pas mon ami, mais qui est rentré proposer ses services au Parti Socialiste, qu'il a refusé en le trouvant assez léger, et qui pourtant a gagné avec le concept de SOPI, a gagné Jacques Seguela, qui était le communicant titulaire chez son adversaire. Donc ça arrive que effectivement les Africains battent sur ce plan les Européens. La preuve, c'est que le plus grand à l'époque, qui était Jacques Seguela, qui a gagné au Cameroun pourtant, a perdu au Sénégal face à un Sénégal. Vous faites dire à l'époque, il semble avoir perdu de sa superbe, rattrapé peut-être par d'autres tupitudes. Bon, pas forcément. Je crois qu'il tend vers la retraite. Il a formé de nouvelles générations. Ça faisait quand même longtemps. Oui. Donc, il y a, vous avez cité des noms tout à l'heure. Ce sont des communicants récents qui sont connus au niveau de l'espace français. Mais le problème de fond, c'est que la politique, avec la communication de nos jours, moi je compare personnellement, ça à l'emballage d'un cadeau. Parce que on ne peut pas miser que sur la communication pour gagner une élection. Il y a un projet politique, il y a l'organisation, les règles du jeu qui permettent plus ou moins à la communication d'être plus ou moins influente. Par moment même, si vous allez aux États-Unis, les règles du jeu font que on n'est même plus dans la communication, on est dans la publicité tout simplement, parce que les règles le permettent là-bas. Ici, chez nous, nous sommes une démocratie de partis politiques, comme dans la plupart des pays francophones. Si vous n'avez pas un appareil solide et qui a un marqueur solide, identifiable, ce n'est pas la communication, l'emballage qui va vous permettre. Restons sur l'aspect de communication. Nous sommes au Cameroun, Jean-Baptiste Atemengue. Il faut quand même le dire, l'exécutif en place n'a quasiment utilisé que des expertises venues d'ailleurs, avec parfois du succès, concept homme-lion et autres, force de l'expérience et tout. Mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas confiance à d'autres expertises issues du pays? Vous sous-estimez l'apport local, parce que même quand on utilise des cabinets de l'extérieur, ces cabinets ne font pas tout le travail. Mon parti politique, le RDPC, a des stratèges. On leur confie un certain nombre de tâches, mais ça ne veut pas dire qu'ils font tout. Et il y a une interaction et des échanges. C'est un travail collectif. Ces cabinets, quand ils viennent ici, ils ne sont pas enfermés dans une chambre de Hilton. Ils font ce travail. C'est un travail collectif.
nous-mêmes, donc, il y a des stratèges du RDPC qui travaillent avec ces cabinets et ensemble, ils font un projet de stratégie de communication. Ce n'est pas l'expert venu d'ailleurs qui fait tout ce travail. Donc, ne leur prêtez pas beaucoup de pouvoir, autant de pouvoir que ça. Mais ces cabinets peuvent nous accompagner et comme je vous ai dit, vous-même vous avez prononcé le mot lobbying, ils peuvent aussi nous aider au niveau d'un certain nombre d'acteurs internationaux qui peuvent éventuellement être d'une contribution significative pour une candidature, porter une candidature du RDPC ou d'autres candidats, parce qu'il ne faut pas voir que le RDPC. Même les acteurs de l'opposition peuvent utiliser ces services. Mais pourquoi vous n'avez pas enquêté pour savoir qui conseille les candidats de l'opposition? On l'a fait, Jean-Baptiste. Est-ce que ce ne sont que des Camerounais? Je connais des candidats camerounais qui sont allés jusqu'au Vatican chercher des conseils pour être candidats ici. Donc, de l'opposition, oui. Du RDPC. Donc, interroger pourquoi les uns et les autres pensent qu'il faut s'ouvrir à d'autres. Ça peut aussi se justifier par le fait que la politique a des variables et des constances universelles. Il y a des règles qui, en politique, sont les mêmes aux États-Unis, en France, au Japon ou en Chine. Dès lors qu'il est question de conquérir, de conserver le pouvoir, il y a des constances au niveau mondial. Donc, toute compétence, qu'elle soit nationale ou étrangère, peut être utile à un candidat. Merci. Alors, Timothée Chomba, là on est au cœur justement de la réflexion qui anime le milieu de la communication camerounais. L'élection arrive. On ne saura pas, à moins que vous ne soyez plus introduits que nous sur ce plateau, à quel moment ces choses-là vont se décider. On sait tout simplement qu'on va nous présenter des communicants en chef. Pourquoi les nôtres, je plaide pour la corporation, sont aussi loin de jouer le premier rôle lors de ces grands événements? On a l'impression que c'est toujours les mêmes, venus d'ailleurs avec certainement plus de réseaux, qui sont au premier rôle. Pourquoi est-ce que la communication africaine, nous sommes au Cameroun, par exemple, ne joue pas le premier rôle pour définir des stratégies dans les campagnes électorales, par exemple? Merci Stéphane pour le choix de la thématique hautement sensible. Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est un sujet banal, et pourtant c'est un sujet qui, de manière sous-jacente, pour l'instant, a beaucoup de ressorts. On est là dans le jeu et les enjeux de la communication politique des leaders africains. Oui. On communique quoi? On communique à qui? On veut obtenir quel résultat? À partir de ces trois questions, on comprend que si on a pu, de façon très décomplexée, théoriser le recours aux sorciers blancs dans le sport, en matière de politique, il en va autrement. C'est une réalité diamétralement opposée à la logique du sorcier blanc. Vous excluez la compétence sur cette première vision? La compétence va servir ici. À partir du moment où il y a le concept de sorcier blanc, ça veut dire qu'à compétence égale, c'est la couleur de peau qui prévaut. Le statut général de la fonction publique a prévu qu'à compétence égale, on choisit le local. Mais ça, c'est pour les domaines visibles purement techniques. Oui. Là, nous sommes en politique. Et quelle politique? Politique africaine. La politique dans des microcosmes où on crie, on décrit les systèmes électoraux. Le mode d'acquisition, de conservation, pour emprunter à sa sémantique, et de pérennisation du pouvoir. C'est pour ça que j'ai commencé avec mon triptyque de questions. On communique quoi? À qui? Pour obtenir quoi? Vous pensez que Séguéla, Badmo Fuchs viennent au Cameroun pour parler aux Camerounais? Ils ne viennent pas ici pour parler aux Camerounais. Et par la Les Camerounais sont à qui? Les ministres qui vont battre campagne, les DG qui vont battre campagne. Oui. Justement, restons, essayons de faire la part des choses. Donc, vous voulez nous faire comprendre que, par exemple, pour Séguéla, M. Séguéla, le concept de l'homme-lion n'a pas porté
à construire l'image et asseoir encore l'image du président Paul Biya lorsqu'il était employé. Vous pensez que ma grand-mère qui a 70 ans vote en fonction du concept homme lion, homme léopard, homme ceci, elle vote Paul Biya. C'est comme avec la 33 sans publicité aucune. Je connais des gens qui consomment la 33 uniquement parce que grand-père consommait la 33. Oui. Et ça, en Afrique, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes où? Nous sommes en Afrique. En Afrique où l'enjeu n'est pas de séduire l'électorat local. Séduire l'électorat local est facile. L'enjeu est de conquérir les soutiens, les réseaux occidentaux, soit néocolonialistes, soit néo-impérialistes, qui font et qui défendent les leaders politiques en Afrique. Oui. Et comment est-ce qu'on obtient leur soutien? Soit avec des contrats, ça peut être des contrats d'armement, des contrats de pétrole, des contrats de ceci. C'est ce rôle que, elle va nous excuser de beaucoup recourir à son nom, que Patricia Balme vient principalement jouer. C'est ce rôle. Venir garantir les soutiens. Française. Elle est très proche des grandes chancelleries, pas seulement la France. Elle est très proche des grandes chancelleries. Elle a un entre-genre qui vous permet d'entrer là où mon ami Stéphane ne peut pas encore nous permettre d'entrer. Si c'est pour gagner l'élection, ici, au sol, pour parler trivialement, oui, la compétence locale est là. On la voit, on la pratique même. Mais il faut séduire l'Occident. Donc, le rôle de ces communicants, ces sorciers blancs, entre guillemets, de la politique, est d'aider les leaders, pas forcément les États, les leaders africains dans leur stratégie, soit d'acquisition, soit de conservation, soit de pérennisation du pouvoir, et de les aider dans la diplomatie. Parce qu'en fait, nous sommes là dans ce que je peux appeler la diplomatie informelle. Oui. On a vu le rôle que Nicolas Sarkozy vient de jouer, et il a annoncé dans la délégation qui va conduire Patricia Balme au Cameroun pour venir renouveler son bail. Parce qu'elle est là depuis, je crois, 2000... Ça fait un moment qu'elle est là. Ça fait près de 20 ans qu'elle est là. Et ils viennent avec une nouvelle offre. Nicolas Sarkozy, c'est un bel exemple. C'est pas un problème d'exemple. On est dans la réelle politique. Est-ce que c'est une élection de mairie? Moi, je peux, ici, nous pouvons facilement aider monsieur le maire à communiquer aux populations d'Otélé et d'Ongoumou pour être maire. Mais lorsqu'on parlait déjà du pouvoir, on parle du Cameroun. Est-ce que pour être élu à Yaoundé, on a besoin que on me fasse entrer dans le bureau de Donald Trump aux États-Unis? C'est pas, je ne vais trahir aucun secret en disant que tous les leaders, bon, du moins jusqu'à une certaine période, qui ont pris le pouvoir en Afrique avaient des soutiens occidentaux. On assiste juste à l'émergence de nouvelles figures telles que nous vivons au Sénégal avec le duo Sonko, Diomaye Faye. Mais nos leaders venaient des grands lobbies occidentaux, venaient des grandes pépinières occidentales. On ne va pas les nier. Et comment on fait pour avoir accès à ces réseaux? C'est à travers les Patricia Balme, c'est à travers les autres. Donc il faudrait que nous soyons assez lucides. Et pour finalement se demander, est-ce qu'on va continuer à fonctionner avec ce logiciel? Oui. Nous décrions la colonisation et le néocolonialisme à eu et à dia, mais par derrière, nous refusons de nous affranchir des succès d'années, des excroissances de ce néocolonialisme que sont ces lobbyistes, ces mastodontes des réseaux mondiaux qui forcément, et on peut voir les résultats, est-ce qu'au finish, ils aident l'Afrique? Est-ce qu'il faut rester au pouvoir à tous les prix, quitte à vendre tout le sous-sol ou toute l'intelligence africaine? C'est ce qui va donc faire que les cerveaux africains vont partir. On parle de communication, on parle de réseaux. On a un bel exemple d'Africain qui s'en sort, Thierry Hott. Pourquoi ce n'est pas Thierry Hott qui vient communiquer pour le Cameroun? Voilà une figure qui porte
déjà même à l'international. Oui. Il a aidé au Bénin, il a aidé au Burkina Faso, mais pourquoi on ne l'appelle pas au Cameroun? Est-ce qu'il y a l'entre-gens de Mme Balm ou de... Voilà donc tout le problème. À quoi nous sert l'entre-gens? À gérer ce qui est larvé, pas à gérer l'officiel. Cet entre-gens nous sert à gérer l'officieux. Il faut donc qu'on questionne, qu'est-ce que cet officieux rapporte aux pays africains, pas aux leaders africains? Merci Timothée Somba. Alors, Arthur Nko, vous êtes expert en communication, vous êtes un spécialiste. Tout d'abord, est-ce que à ce niveau, le combat n'est pas ailleurs? Parce qu'on a l'impression justement que c'est têtes couronnées qui débarquent dans nos pays ont parfois un logiciel qui ne nous parle pas à nous. Ils ne vivent pas nos réalités, mais pourtant on leur demande de faire des campagnes qui vont nous toucher, nous autres Africains. Est-ce qu'à ce niveau-là d'abord, il n'y a pas de dichotomie? Mais maintenant, pourquoi est-ce que l'expertise locale n'est pas assez reconnue? Jean-Baptiste Atemongue, tête couronnée du RDPC est là, il reconnaît qu'ils sont souvent associés, mais est-ce qu'ils sont associés en premier dans ces réflexions qui voudraient que justement on bâtisse et construise des stratégies pour la victoire des leaders africains? Je vais commencer par la fin. Je vais tout de suite dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui a humblement participé à une opération de communication pour le compte du président Biya. Je suis Camerounais, je suis ici. Est-ce que vous avez été reconnu? Bon, je sais ce que vous appelez reconnu, mais ceux qui devaient lire ce qui a été écrit ont lu. Donc, vous comprenez que c'est une affaire d'offre et de demande. Oui. Il a parlé de beaucoup de critères, il a oublié la crédibilisation. C'est aussi une étape. Et on ne peut donc pas parler des questions de communication en éludant le substrat théorique. C'est-à-dire, on va... Que dit la science en matière de sciences de l'information et de la communication? Il a essayé de le brosser ça. Il y a un schéma simplifié de la communication. Qui parle à qui? Pourquoi? Par quel canal? Pour quels effets? je pose la même question. Est-ce qu'un concept comme celui de l'homme-lion parle à celui qui vit à Dimako? Est-ce qu'on se retrouve dedans? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de ces questions en éludant le substrat théorique. Et dans le substrat théorique, il y a un magnifique livre. Oui. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Lazarsfeld, qui s'appelle The People's Choice. Comment on vote? Et il vous l'a dit. Il est déjà établi au Cameroun qui va voter qui. C'est terminé. Ici, c'est acquis. C'est acquis. Et là, on va convoquer les solidarités, qui sont de deux types. Mécanique, organique. Soit je vote le frère, soit je vote parce que le type qui est candidat est ingénieur comme moi. Je le suis. Ça, c'est organique. Et le mécanique, mon frère est candidat, je vote mon frère. C'est acquis. Donc, c'est une affaire de cible. C'est le ciblage qui est essentiel en matière de communication. Et il ne faut pas qu'on confonde le journalisme et la communication. Le monsieur qui va prendre Patricia Balm, a les moyens de la payer. Parce qu'il y a ça aussi. C'est comme les soins de santé, chacun est libre de choisir son soignant. Que vous avez un plateau technique à l'hôpital général, si mon médecin est aux États-Unis, je vais partir là-bas parce qu'on a un rapport particulier. Il y a ça. Il y a la question de confidentialité. Voilà un pays où je vous écris. Je prends la peine de marquer tous les cachets de la République, les cachets sérieux que vous connaissez. Confidentiel. Très urgent, confidentiel. On a joué un top secret en haut. Tout de suite, c'est sur la toile. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous allez donc voir que lorsque le président Biya, s'il faut parler de lui, choisit Patricia Balm, il sait ce qu'il veut faire. Il sait à qui il veut parler. Il sait ce qu'il veut. Il y a une autre façon de parler au Camerounais. Quand il a fait le meeting à Maroua, est-ce qu'il y avait Patricia Balm avec lui? Il était pas là-bas. Donc il sait comment il parle à son peuple. Je vous ai dit, il y a un magnifique ouvrage qui s'appelle The People's Choice. En fait, ça traite de comment les gens votent. Donc une fois que c'est réglé à son niveau, il peut passer à autre chose. Vous avez le two-step flow. Communication à deux temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si monsieur le maire veut parler aux populations de Ngoumou et que ce n'est pas lui qui parle, je ne suis pas sûr que je suis la bonne personne pour être le relais en Ngoumou. Moi, je suis Boulou de Zouétélé. À quel moment je me retrouve en Ngoumou pour commencer à parler aux gens de Ngoumou qui ne m'ont jamais vu, qui ne me connaissent pas? Il y a un problème de confiance. On va donc choisir, c'est-à-dire le maire, dans ses choix, va trouver un type qui est populaire dans Ngoumou.
Un tel qui peut soulever les foules en Goumou pour passer le message en deuxième relais. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de... On ne peut pas parler de communication sans convoquer le substrat théorique. Ça a été pensé, ça a été étudié. Maintenant, il faut faire la différence entre la propagande et les campagnes de communication pensée. Parce que faire un meeting, ce n'est pas de la communication politique. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a du soft, parce que voilà, je vais convoquer l'expression très usitée de Paul Stéphane. Mon frère Menunga. Il y a le soft. Le lobbying n'est pas la communication. Oui. Et donc, vous pouvez voir Patricia Ban, vous voyez la com, alors qu'elle fait autre chose. Elle se présente comme la com. Non, une fois de plus, je reviens au substrat théorique. Ça veut dire que dans le métier de la com, il y a des sous-métiers, pas des sous-métiers. Il y a des sous-métiers dans la communication. Et là, dans le lobbying. Atsunko, oui. La communication que vous et moi avons un peu fait, il y a un logiciel lobbying dedans? Non, chacun sait où il s'est arrêté. Moi, c'est où je suis arrivé dans la communication. Je peux vous dire qu'il y a le lobbying donc, je précise et je signe en disant que dans la communication, il y a de la com d'influence, il y a encore de la communication personnelle. Comme des réseaux. Il y a de la com de réseau. Ça fait aujourd'hui que, pendant que si un chef d'État estime que son élection passe par une affaire de cacao, on va trouver un lobbyiste du cacao qui va convaincre soit c'est moi, soit Barry Kaibo et lui dit vraiment élisez-moi. Ou alors, quand il y aura les résultats, vraiment dites que c'était bien. Je fais le cacao à 1000 francs. Donc il y a un côté pervers, c'est clair qu'il y a un côté pervers, mais en fait c'est une affaire de ciblage, c'est une affaire de pertinence du message qu'on veut passer et à qui on veut le passer. Oui. Et enfin les effets. On parlera donc du locutoire, illocutoire, perlocutoire, allocutoire. Donc il y a plusieurs effets dans un message et il n'y a que le commanditaire qui sait le message qu'il voulait passer. Merci Arthur encore pour toutes ces précisions. Paul Stéphane Menunga, moi je reste sur mon interrogation principale. Si justement ces gourous de la communication payés à hauteur de milliards, il faut le dire, arrivent avec un agenda officiel, créer et concevoir les communications, mais que par devers nous, on nous apprenne qu'ils sont plutôt là pour faire du lobbying, il y a quand même tromperie sur la marchandise. Certainement, c'est pour ça, moi je comprends bien la problématique que vous posez. Et c'est pour ça que j'ai dit que, est-ce que vous pensez qu'il y a des Camerounais qui ne peuvent pas être mis au devant de la scène pour communiquer par exemple, ou alors pour être les véritables acteurs officiels de la... On parle de concepteur ici. C'est là où il va arriver. Oui. Un concepteur de la communication du président de la République, il y en a. Je n'aime pas souvent citer les gens, mais j'ai envie de vous dire que même au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que moi j'ai eu la chance qu'il soit mon enseignant de communication politique, le professeur Boyo Mouassala, il est stratosphérique. Il est capable de concevoir, d'être le concepteur de la communication de son Excellence M. Paul Biya. C'est vrai que parfois citer les gens ce n'est pas bien, mais je vous dis, il est monstrueux en termes de communication politique. C'est pour vous dire que des Camerounais existent qui peuvent le faire, mais parfois on ne comprend pas pourquoi on utilise plutôt ces Camerounais comme des manœuvres. Et parfois vous allez vous... C'est la vérité. Parfois vous allez vous rendre compte que c'est ces Camerounais même qui font le travail en back-office. Oui. Et ces étrangers viennent prendre la gloire du travail que ces Camerounais ont fait. Donc je pense qu'il faudrait qu'on prenne l'habitude de mettre les Camerounais au devant de la scène. Alors, Paul Stéphane, je reste avec vous, parce que là, véritablement, les questions fusent par milliers. Au-delà même des aspects liés de façon précise à la communication, il y a même l'information. Les grands groupes camerounais que nous tous nous connaissons, parfois, ils ne leur réservent que la portion congrue. On aime bien aller à Libération, on aime aller au Figaro, à la limite c'est Jeune Afrique qui rafle les gros contrats. Alors, comment comprendre? Est-ce que le Bordelais qui lit Libération se sent concerné par une interview d'un pont du régime à Yaoundé qui expliquerait pourquoi il n'y a pas de route? Est-ce que à ce niveau encore, on veut séduire une personne, mais on envoie les fleurs à un autre? Non, je pense que le DP est
Arthur ont très bien expliqué ça. En réalité, quand vous faites une analyse fine, quand, je dis n'importe quoi, quand le président va à Libération, ce n'est pas à ma grand-mère qui est à Nanga qui veut s'adresser. Il a une cible qui n'est pas l'électorat qu'on pense. Il veut passer certainement un message à d'autres personnes. Oui. Parce que quand il veut communiquer pour que ma grand-mère ait l'information de ce qu'il veut, il va envoyer le chef de la délégation permanente de la Haute-Sanaga pour aller communiquer dans la Haute-Sanaga. C'est lui qui va aller être le relais du projet. Mais quand vous voyez, il va par exemple dans un média étranger, Oui. ça veut dire en réalité que la cible, ce n'est pas ce qu'on est en train de penser, parce que c'est très vrai ce qu'ils ont dit. Le vote est établi au Cameroun, et j'ai l'habitude de dire que le vote est à 90% sociologique d'abord au Cameroun. Ça veut dire en réalité que même la manière de communiquer, elle est sociologique. Si le président Paul Biya veut faire passer un message dans mon village comme tout natal, c'est quelqu'un qui est influent chez nous, c'est quelqu'un qui a une notoriété établie, c'est quelqu'un qui peut rassembler les foules, qui va tenir par exemple le meeting. Donc je pense que il faut nuancer en faisant comprendre aux gens ici que généralement la communication ou alors le choix des médias pour faire passer un message sur certaines questions généralement Oui. est lié au public que on voudrait toucher. Et là, je suis parfaitement d'accord avec eux parce qu'ils ont parfaitement raison. Donc quand le président peut-être va accorder une interview à un média français, ce n'est pas aux Camerounais Qui s'adresse. qu'il s'adresse. Il s'adresse à d'autres personnes qui ne sont pas les Camerounais, qui sont ses cibles, qui sont les lecteurs de ces médias, ou qui sont les auditeurs ou les téléspectateurs de ces médias. Mais moi j'insiste et je persiste en disant que, en ce qui concerne justement, j'ai envie de dire quoi, la conception de la communication ou des communications en Afrique, il faudrait qu'on apprenne à mettre l'expertise africaine et même camerounaise en avant. Parce que, et je le dis en connaissance de cause, parce que ce que vous posez, ça peut être posé même sur plusieurs angles. Parfois, vous travaillez dans des entreprises, des expatriés, où votre chef, c'est un blanc parce qu'il a la peau blanche, mais à la fin, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est vous qui faites tout le travail, et il prend toute la gloire parce qu'il est simplement blanc. J'ai la faiblesse de penser que c'est ce qui se passe même souvent au Cameroun, parce qu'on a de très bons communicants, j'insiste, au Cameroun. Et il faudrait donc que certaines personnes arrêtent de venir prendre la gloire, parce que, et je sors par là, ça va peut-être vous amuser. Vous pensez véritablement que la conception de l'homme lion est véritablement venue de cette personne? Quand on interroge la sociologie, l'anthropologie et la culture du Cameroun, il y a la faiblesse de penser que c'est quelqu'un qui a travaillé dans le cabinet ou alors qui a été mis de concert avec cette personne, qui a initié le concept d'homme lion, et la personne que vous connaissez a pris toute la gloire. Parce qu'en réalité, vous posez véritablement la question de savoir est-ce que cette personne était capable de penser qu'on pourrait baptiser son excellence Paul Biya d'homme lion. Non, c'est un Camerounais qui a certainement eu cette idée et une autre personne a arraché la gloire de ce Camerounais. Merci Paul Stéphane. Jean-Baptiste Atemengue, un Camerounais a eu l'idée, une autre personne a ravivé la gloire. Mais moi je pose une question. Dans un monde mondialisé, globalisé, où les intelligences sont plurielles, où elles se valent, est-ce que c'est facile? Est-ce que ce serait opportun? Est-ce que ce serait même juste de voir un Camerounais aller soutenir et concevoir pour Marine Le Pen avec le même succès que, par exemple, ceux-là ont ici? Est-ce qu'il aurait la moindre chance de pouvoir interagir avec le système français? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même imaginable, Jean-Baptiste Atemengue? Est-ce qu'à ce niveau, à notre niveau, il ne s'agirait pas d'un complexe, eu égard au fait que, justement, sur le plateau, nous sommes unanimes que la compétence locale existe? Oh, votre question est une forme de revendication à la nationalisation de la communication. Je vous comprends tout à fait. Des déchéances arrivent, Jean-Baptiste Atemengue. La communication camerounaise serait, à chaque fois qu'il y a des déchéances qui arrivent, bénéficier de la portion congrue et jouer le dernier rôle. Il faudrait qu'on existe aussi. Mais je vais reprendre le concept du jeu de l'offre et la demande. Je crois que ce qui
sollicitent ces services sont rationnels. Si c'est eux que vous accusez de complexer, je ne pense pas. Parce que à compétence égale, je ne vois pas pourquoi, si je suis convaincu qu'un communicant, un cabinet camerounais peut me rendre les mêmes services. Une élection, deux élections, trois élections, monsieur Atomengue, ça commence à poser problème quand même. Peut-être lui payer moins cher, à ce cabinet, je pense que je prendrai ce cabinet. Mais moi, je suis de nature ouverte. Vous avez évoqué la mondialisation, les compétences sont universelles. Si un Camerounais peut... Et c'est arrivé que les Camerounais jouent un rôle... Dans ces pays, au Cameroun? Dans ces pays, non, dans d'autres pays. On voudrait qu'ils commencent d'abord par jouer un rôle ici. Aller en Côte d'Ivoire, aller en Centrafrique, même dans certains pays occidentaux. Est-ce qu'on parle d'eux? Lorsqu'on évoque la campagne du président Ouattara, c'est le même nom qui revient, Madame Balm. Lorsqu'on évoque le président Macky Sall qui vient des partis, c'est toujours le même nom. Est-ce que... Je vous ai cité un exemple tout à l'heure. Le président Ouad, c'était pas un occidental, c'était pas un européen, c'était un Sénégalais qui a certes étudié en Europe, mais c'est un Sénégalais compétent qui a fait la campagne du président Ouad contre Séguéla qui soutenait le président Abdou Diouf, et le Sénégalais a gagné. Ce n'est pas que la communication qui fait gagner, mais si ce n'est que sur ce plan, voilà un exemple. Il y a d'autres exemples. Je crois qu'il faut rester ouvert et justement être décomplexé. Faut pas, parce que à force de poser la question, on peut penser que c'est vous les poseurs de questions qui êtes complexés. Il faut offrir des services et convaincre peut-être nous portons un cri d'espoir et convaincre l'acheteur d'un milieu africain qui estime qu'en 2024 il est temps qu'il ait aussi sa voix au chapitre. Je sais que pour ce qui est de la communication du candidat du RDPC, il ne reçoit pas que l'offre des noms que vous citez, il reçoit beaucoup d'offres. C'est le cas pour d'autres. Mais pourquoi c'est un ou deux noms qui reviennent à chaque fois? Le candidat de l'opposition reçoit beaucoup d'offres. Je vous ai dit... Monsieur Robert, il vous sent gêné sur la question. Non, je ne suis pas gêné. Je veux tout simplement éviter... ce n'est pas sur cette question. Je crois qu'on a déjà eu un débat de beaucoup de questions ici. Vous connaissez ma tendance à l'ouverture. Je suis contre l'enfermement. S'il y a des compétences camerounaises, elles doivent rivaliser avec des compétences venues d'ailleurs et gagner si leur offre est meilleure. Mais on ne pourrait pas de façon entre guillemets nationaliste, parce que je ne considère pas que le nationalisme vaut quand on n'est pas compétitif. Le nationalisme doit nous permettre de construire un système compétitif, des individualités compétitives, des entreprises compétitives qui peuvent rivaliser. Sur le plan purement de la théorie économique, ce n'est pas parce que vous allez protéger une entité pendant 10, 20, 30 ans, si elle ne gagne pas en compétitivité, elle sera néanmoins vouée à fermer les portes. Donc, moi, je suis pour la compétitivité. Donc, si il y a des Camerounais qui sont compétitifs, ou d'autres Africains d'ailleurs, pourquoi seulement les Camerounais? Ça peut être un Ivoirien, ça peut être des Sénégalais. S'il y a des Africains qui font des offres compétitives, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas pour un protectionnisme qui n'existe pas. D'ailleurs qui n'existe pas. Qui confirmerait. À chaque fois, il y a toujours le même nom. Il n'y a jamais eu de protectionnisme. Au contraire, on a l'impression que les locaux sont même déjà écartés de la course avant même qu'elle n'ait commencé. Mais ce n'est pas là le problème. C'est là le problème. Attendez, s'il y a des locaux qui ont... Il n'y a pas qu'un seul candidat. Il n'y a pas qu'un seul candidat. S'il y a des locaux qui sont compétitifs, on le saura, parce que même s'ils aident un candidat qui ne gagne pas, on va reconnaître, les spécialistes reconnaîtront le travail fait par celui-là. Parce qu'un bon communicant n'est pas seulement celui qui gagne, mais un bon communicant est celui qui vend bien son produit au point où il apporte une valeur ajoutée visible, même si le candidat ne gagne pas, on reconnaîtra en lui un bon cabinet, un bon consultant qui a bien
conseiller en image, un candidat qui a bien proposé de bonnes stratégies pour qu'il apporte une plus-value à ce que ce candidat va offrir pendant les élections. Merci Jean-Baptiste Atemengue. Timothée Somba, la question, qu'est-ce qui nous manque? Ou alors qu'est-ce qui leur manque à nos frères africains pour pouvoir être du côté de Dakar, du côté d'Abidjan, du côté de Yaoundé, du côté de Bangui? Ils perdent à tous les coups, on a l'impression qu'ils ont un manque principal qu'ils n'arrivent pas à combler malgré le temps qui passe. Non, je suis défenseur de ce monde de malice. Parce que l'Occident a conquis l'Afrique avec la malice. Et l'Afrique aujourd'hui gagnerait... Parfois la force aussi. Avoir la même malice. L'ère de la force physique, la force armée frontale est un peu dépassée. C'est vrai qu'il y a quelques miasmes qui subsistent. Mais tout se joue aujourd'hui au niveau de l'intelligence, la ruse. Est-ce que l'Afrique... Je suis d'accord avec M. Le Maire sur le rejet du protectionnisme. Mais les économistes parlent de l'intelligence économique. Les victoires se construisent. Est-ce que le modèle africain construit une intelligence communicationnelle africaine? Est-ce qu'on a des leaders de communication au Cameroun qui pourront, à force de travail, rivaliser avec des Patricia Bal? Je me poser la question, qui sont-ils les leaders de la communication? Prenons au Cameroun. Monsieur le maire nous a fait comprendre qu'il y avait un Camerounais, qui aurait un Camerounais. Vous avez cité les noms, mais non, il y a des agences. Il y a des agences, mais qui sont tenues par qui? Pas des locaux. Il y a des locaux, il y a des étrangers. Qui gagnent les marchés? Oui, je peux citer. Bon, on va pas citer. C'est ce secteur de la politique et la communication dans les entreprises. Oui, à ce niveau encore, je vous donne un indice, monsieur Mbarga. Lorsque vous voyez une affiche publicitaire en ville, il faut lire sur le côté. Je connais la. Vous verrez donc que derrière la loi interdit qu'un individu fasse une campagne publicitaire. Nous sommes d'accord. Donc vous voyez bien que les campagnes sont signées. Et donc il y a des agences. Il y a des agences. Bon. Donc, allez-y. Qu'est-ce que Patricia Bal et compagnie offrent? Ils offrent la com d'un côté, ils offrent autre chose de l'autre côté. Ils jugent donc de ce dédoublement fonctionnel qui n'est pas tout à fait honnête. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'erreur sur la marchandise. Oui. Parce qu'on nous les présente uniquement comme étant d'excellents communicants. Mais on ne nous dit pas que ce sont eux qui négocient les audiences avec tel chef d'État dans le monde, qui négocient les partenariats avec tel multinational dans le monde. Il serait donc bon que on copie cette malice et que on construise un leadership africain de communicants capables aussi de jouer du même dédoublement fonctionnel. Vous avez, sans publicité aucune, vous avez évoqué Alain Foka tout à l'heure. Alain Foka fait partie des Africains qui peuvent vous faire entrer dans certaines chancelleries. Oui. Jules Domche fait partie des Africains qui peuvent vous faire entrer dans certaines chancelleries. Non loin de nous, Etophis fait partie de ces Africains qui peuvent vous faire intégrer certaines chancelleries. On peut donc construire un leadership africain sur la base de ce modèle. Mais est-ce que nous avons ce projet? Est-ce que nous avons la volonté de ne plus aller communiquer seulement avec l'étranger? Parce qu'à la vérité, monsieur le maire a dit beaucoup de bonnes choses. Mais il y a le message que nous envoyons à nos enfants. Est-ce que c'est bon qu'à chaque élection présidentielle, ce soit toujours... je ne suis pas raciste, mais que ce soit toujours la peau blanche. C'est le nom qui reviennent. C'est un problème de communication non verbale. Aussi le nom communication par l'image. Dans tel palais Samuel Eto'o ne vous ferez pas entrer. Il entre en Russie, il entre à l'Élysée, il entre en Italie. Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas travailler avec des Africains comme ça qui ont déjà cette aura? Tout simplement parce que on a un problème de projet civilisationnel. Nous le disions avant-hier ici. L'Afrique ne pense pas à conquérir et dominer le monde. L'Afrique aujourd'hui se complaît dans les besoins primaires. Il nous faut des routes, il nous faut des hôpitaux qu'on va aller chercher. Si l'Occident domine le monde, c'est parce qu'il y a eu les explorateurs. Parce qu'il y a eu une vision de conquête du monde. Oui. Aujourd'hui, les enjeux sont dans l'espace. Est-ce que vous voyez l'Afrique toujours se mouvoir, aller conquérir l'espace? Nous ne sommes pas là. Nous avons nos mêmes petits problèmes
on veut manger, on veut boire, on veut se vêtir, on veut se loger. Et même là, on va tout acheter. Il faut aujourd'hui une génération d'Africains qui pense à dominer le monde et à investir, entre guillemets, sur les moyens. il faut déjà la volonté. Le gouvernement africain permettre l'éclosion de ces leaderships communicationnels. Il faut la volonté, Oui. il faut un cadre, il faut une vision, la volonté et un cadre. Ça commence donc par quoi? Notre modèle éducatif. Nous avons un modèle éducatif qui est seulement une pâle copie de l'école de Charlemagne. Pourquoi nous ne pensons pas notre école? Ou alors pourquoi nous ne copions pas ce qui fonctionne par exemple en Chine? Monsieur le maire nous a édifié sur cet aspect au cours d'une émission ici, sur comment la Chine allait copier le développement ailleurs. Les Japonais ont compris que la force de l'Occident, c'était l'industrie. Ils se sont mis dans la fabrication des moteurs. Au point où aujourd'hui, les meilleurs moteurs sont les moteurs de marque japonaise. Tout se joue au niveau de la vision. Et ça rejoint la thématique de la mise en bouche sur les 54 chefs d'État qui vont en Chine. Ils vont présenter des projets primaires. Mais on ne sent pas un projet civilisationnel de conquérir, de dominer le monde. Et voilà le mal de l'Afrique. Tant que nous n'allons pas pensé à dominer le monde, on va toujours produire une élite moyenne. Merci Timothée Essomba. Arthur, à chaque fois que la réflexion est faite, on se dit peut-être c'est un déficit de confiance vis-à-vis de l'Africain vis-à-vis de son frère. Parce que si M. le maire nous fait partager la réflexion qui est laquelle, à compétence égale, on préfère l'Africain. Mais pourquoi, à compétence égale, il y aurait un patron venu d'ailleurs et l'Africain manœuvre? Cela se voit partout. Est-ce que le domaine de la communication politique, qui est sérieux, devrait aussi être dans cette escarcelle que nous constatons en sport, en défense, en économie? Bon, ce que je peux dire, c'est que j'évite le discours le discours enfermiste. C'est-à-dire qu'on reste ce que j'appellerais un entre-soi médiocre. C'est-à-dire quand on est entre nous, là, on se manque là et puis on croit qu'on fait bien. Mais ça fait 40 ans que les gens sont là aussi. 50 ans même. La communication, c'est principalement la construction permanente d'une réalité imaginaire. Ça veut dire que le meilleur communicant est celui qui vous vend tel qu'on va vous percevoir, pas comme vous êtes. Il n'y a pas d'Africain qui puisse construire cela? Moi, je ne suis pas à ce niveau parce que j'en ai côtoyé des bons, j'en ai côtoyé des mauvais. Maintenant, comme je dis, il y a une question qu'on veut éluder, qui est la question de la puissance financière, qui est la question des moyens. Vous ne pouvez pas ne pas traiter avec JC Déco, qui est le numéro 1 mondial de l'affichage publicitaire, et vouloir afficher à Paris en temps de campagne. Parce qu'on va le répéter, c'est encore une affaire de cibles. Et des cibles, il y en a plusieurs, c'est des cercles concentriques. On peut avoir le grand public qui est la fin, de la fin du ciblage, et on a le cœur de cible. Ça peut être 3 personnes. Hein. C'est-à-dire je mets 400 millions parce que je veux parler à 3 personnes. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a que chacun choisit celui qui communique pour lui selon les moyens qu'il a. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de moyens. Lorsque l'on évoque les chiffres, lorsqu'on présente des chiffres, on parle de beaucoup de millions d'euros qui seraient comme ça reversés à ces communicants, ces gourous. Ça veut dire que ceux-là ont les moyens de payer. Nos États ont les moyens de payer? Non, ce n'est pas un État qui paye. Les candidats africains ont les moyens de payer, et c'est encore mieux même que les candidats européens. Vous ne pouvez donc pas dire une chose de son contraire. C'est-à-dire, vous avez un parti dominant au Cameroun qui s'appelle le RDPC, qui est structuré, qui a ses moyens. Il ne vous a pas envoyé, vous le PAL, ou bien, je ne sais pas moi, d'aller faire la même chose. Donc, que chacun communique. Je connais un candidat qui avait pour communicant mon cadet de très loin à l'école. Et je me suis demandé comment ce type comptait être élu. Quand je connais ce cadet qui est bon, mais qui est encore frêle. C'est-à-dire, effectivement, on parle de porte. Il ne peut même pas vous obtenir une audience chez un directeur général.
Je suis loin. Quand j'étais dans l'administration centrale, il ne peut pas le faire. Donc c'est tout ça, c'est une affaire, vraiment c'est une affaire de choix. J'ai parlé tout à l'heure des médecins. Ce n'est pas une affaire de plateau technique. C'est une affaire de relation avec le médecin, Oui. avec votre coiffeur. Mais c'est très grave ce que vous dites, monsieur. Il y en a un. Bon, Ça veut dire que nous sommes partis pour 100 ans encore de cette quasi-domination. non, moi je n'aime pas ces jérémiades-là. C'est des jérémiades bien africaines. Je vous dis que j'ai été, à mon humble niveau, déjà contacté pour participer à une opération de communication du président Paul Biya. Ça s'appelle Hommage à la République. Les 100 réalisations pour la paix de Paul Biya. J'y ai participé Et vous y jouez sans lobbying particulier. Moi, j'aime le dire. Non, si un type qui écrit une dizaine d'articles pour le chef de l'État est un manœuvre, c'est un bon manœuvre. Donc, il faut qu'on soit d'accord. Parce qu'à un moment donné, on va donner l'impression que la souffrance n'est pas commune. C'est-à-dire, pendant que vous plaignez de ne pas être associé, il ne faut pas que je vous aide à dire que tout le monde est pas. Moi, j'ai été associé déjà. Ça peut être ma chance, ça peut être un avantage. Votre tour arrivera et vous ne me direz même pas quand votre tour arrivera. Donc, au fond, je peux comprendre que davantage de Camerounais veulent être associés, mais il faut déjà pouvoir exister. Et puis, pour chuter, vous savez, nos réseaux sociaux sont venus dévoyer et dévoiler certains comportements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un fait 5 ans, il écrit des bizarreries sur un monsieur. Sur Paul Biya. C'est-à-dire, ça fait 5 ans, c'est même du harcèlement à la fin. Et le moment venu, quand il y a la campagne, vous vous pointez, vous voulez communiquer pour Paul Biya. C'est pas un homme aussi. Lui, il n'a pas le cœur pour dire que je ne te parle pas, tu m'insultes depuis. Donc, c'est tout ça. Merci à Chico pour cette sortie. En 5 secondes, Oui, avant, on a décidé en Afrique de former des capitaines d'industrie, Oui, des capitaines, des agripreneurs. On parle de la filière banane-plantain. oui. Le projet de construction d'une société forte, c'est la construction, la fabrication des champions nationaux. Et on devrait fabriquer les champions nationaux dans tous les domaines, même en communication. Merci Timothée Somba. Monsieur le maire, on devrait fabriquer et donner la chance surtout aux champions nationaux dans la communication parce que les échéances arrivent aussi. Non, je ne suis pas contre cette idée. Je pense que émerger, c'est tout cela. Si le Cameroun veut avancer au niveau du concert des nations, il faut bien qu'on ait des champions, mais que ce soit des champions compétitifs. D'ailleurs, ils ne peuvent pas être champions s'ils ne sont pas compétitifs. Oui. Et je pense que le vrai problème, c'est la forme que le nationalisme revendiqué ici doit prendre pour rationaliser la gestion d'un ensemble de choses de façon à ce que on prépare cette compétitivité. Et comme il a sorti un bon mot tout à l'heure, il ne suffit pas de se complaire dans la médiocrité, enfermé entre nous et de croire que nous avons un champion, mais qui ne peut pas rivaliser avec quelqu'un à côté ici. Je ne parlerai pas de l'Europe. Donc, il faut rester ouvert, mais gérer les choses de telle sorte que un ensemble de personnalités, d'organisations devient de plus en plus compétitif. Le rôle de l'État est de les accompagner, encore que l'État lui-même doit se fixer parce qu'il y a un processus d'imitation au Cameroun aujourd'hui. L'État même camerounais n'est pas assez compétitif. Le privé imite la non-compétitivité de l'appareil d'État et tout le monde revendique et s'accroche à la vache à lait qu'est l'État. Il y a beaucoup, quand on parle de champions, on a voulu fabriquer. Mais sont-ils vraiment des champions? Sont-ils compétitifs? Là est la question. Parce que c'est trop facile de vivre des subventions de l'État et de l'argent des impôts. Mais la compétition, c'est d'être capable de rivaliser avec le Chinois, avec le Français, avec le Japonais. Avec là, il faut être très rigoureux. Et ce n'est pas à l'État d'encourager cette médiocrité, mais plutôt des gens capables de rivaliser. Paul Stéphane, en 2 minutes, on sort, c'est achevé. Non, je vais simplement dire que, comme le DP l'a dit, aujourd'hui on veut que beaucoup de secteurs soient nationalisés. Je pense que même la communication en fait partie parce que vous ne pouvez pas former les gens depuis des indépendances et ne pas leur faire confiance de façon publique.
ils ne vont pas continuer à être les manœuvres parce que je reste persuadé que derrière les grandes figures qu'on nous présente souvent, ce sont les Camerounais qui font le travail de fond. Merci Paul Stéphane Menunga. C'est ce qu'on pouvait dire concernant cette problématique inhérente à la communication politique, justement à l'orée des grandes échéances qui sont annoncées. Au Roi Africa, vous l'aurez certainement relevé, plaide pour une reconnaissance de l'expertise africaine, camerounaise, parce que justement c'est à nous de construire cette Afrique que l'on voudrait émergente. Elle se pense à partir du continent. Merci mesdames, messieurs d'avoir réagi à ce qui a été dit sur ce plateau. Donnons-nous rendez-vous lundi prochain lorsque ce sera 21h à Yaoundé au Cameroun.